un an moins un jour que la guerre en Ukraine a commencé, que la Russie a attaqué les Ukrainiens. Mais ce conflit, depuis 12 mois, engage et concerne bien plus que la responsabilité de l'agresseur et celle de l'agressé. L'Ukraine est ainsi devenue l'épicentre d'un conflit mondialisé. Mais quel ordre nouveau est-il en train de se dessiner? Assistons-nous à la résurgence d'une logique de guerre froide ou à toute autre chose, à la fois plus complexe et plus nouveau? Pour en parler, 3 invités ce matin. Elsa Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de Radio France Internationale. Avec nous également Chloé Ridel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut Rousseau, autrice d'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin, c'est paru aux éditions de l'Aube en 2022. Et avec nous également à distance, Jean de Glignasti, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France à Moscou. Alors pour commencer, l'unique annonce inattendue qui a été celle de Vladimir Poutine mardi dernier, la suspension de la participation de Moscou au traité New Start sur le désarmement nucléaire. Elsa Vidal, qu'est-ce que cette suspension raconte? De quoi s'agissait-il, ce traité New Start? Elle dit vraiment beaucoup de choses. Il y a un spectre très large pour analyser cette décision. En fait, d'une part, je pense que c'est quand même une consécration pour Vladimir Poutine que de s'être rétabli comme le grand vilain au niveau international et d'être redevenu l'ennemi principal des États-Unis. Et c'est précisément... Il est heureux de ça, d'être redevenu le grand vilain. Absolument, parce qu'il est revenu à un stade, le stade que nous avons peut-être connu autour de cette table, le stade de la guerre froide, où l'Union soviétique était le principal interlocuteur, engagé dans une joute ou dans un tango à deux avec les États-Unis. Et Vladimir Poutine cherchait cette reconnaissance du rôle central de la Russie dans l'arène internationale, le dialogue autour du nucléaire qui consacre justement l'appartenance à un club extrêmement restreint de puissantes qu'on dit donc doté, c'est le summum de cette consécration. Et être capable de se retirer et donc d'être du bon côté du levier quand on fait pression, c'est aussi une manière de réaffirmer sa puissance. Ensuite, j'ai envie de dire que ces accords, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour qu'on puisse en sortir ou les dénoncer ou cesser de les appliquer. Puisque ils ne sont pas du tout faits pour être respectés. Ils sont faits pour être respectés dans un signe de bonne volonté. Ils servent quand même de ballon météo qui nous indique à quel stade de la relation internationale on se trouve. Pour Vladimir Poutine, il est quand même assez important de montrer qu'il a encore des moyens de gréver sa relation avec l'Occident, a fortiori dans le domaine nucléaire. Et on revient aussi au stade inévitable, étant donné que la guerre dure, de l'activation de l'argument nucléaire, qu'il soit civil, qu'il soit militaire. Et donc là, en l'occurrence, ça revient à dire pour le moment, les États-Unis ne donnant pas non plus de signes de bonne volonté, nous n'en donnerons pas, nous n'accepterons pas que nos infrastructures soient inspectées par des militaires américains. Et si vous revenez à de meilleures relations avec nous, alors nous reconsidérons la question. Donc c'est assez banal, normal, mais en même temps, ça consacre le statut vraiment recherché pour la Russie par Vladimir Poutine. Chloé Ridel, est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture de la suspension de l'accord New Start? Et au-delà, est-ce qu'il y a un risque quand même de repartir dans une course à l'armement nucléaire? Complètement, moi je suis d'accord avec cette lecture. Je pense qu'effectivement le nucléaire est l'ultime recours de Vladimir Poutine à la fois pour terroriser les populations européennes, et ça fonctionne, et ensuite pour réactiver un imaginaire qui est celui de la guerre froide. Et enfin... c'est la dissuasion ultime et c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que en fait, si on cède à cette intimidation, après, c'est la course où on va comprendre que n'importe quelle puissance dotée de la bombe nucléaire dans le monde pourra décider d'envahir de façon impunie. Comme elle a la bombe nucléaire, on n'osera pas s'opposer à son bon vouloir. Quand vous dites si on cède, vous parlez de qui ? Nous, la communauté internationale, pour le coup. Je ne dis pas que l'Europe ou que les États-Unis, c'est toute la communauté internationale qui doit être concernée. Pourquoi ? Parce que l'immense majorité des pays du monde ne sont pas dotés de l'arme nucléaire. Donc, que diront-ils d'une situation demain où, en fait, ils auraient intérêt... déjà, il y aura une course en avant nucléaire, parce que pour se protéger, en fait, on en conclura que si on est doté de la bombe, on peut faire ce qu'on veut. Et puis ceux qui n'en sont pas dotés doivent aujourd'hui se réveiller. Je pense qu'il y a un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies aujourd'hui, qui sera très important.
Et je crois que c'est toute la communauté internationale qui doit s'inquiéter de cette situation, et j'espère que ça se reflètera dans le vote à l'ONU aujourd'hui. Vladimir Poutine a aussi appelé les forces russes à se tenir prêtes à réaliser des essais d'armes nucléaires au cas où les États-Unis prendraient les premiers une telle initiative. Jean de Glignasti, est-ce que vous comprenez qu'on est reparti, vous aussi, dans une guerre, entre guillemets, dans une course à l'armement nucléaire ? Écoutez, oui, mais force est de constater, d'abord en ce qui concerne les essais nucléaires, que c'est un traité, le traité d'interdiction complète des actions des essais nucléaires, qui n'a pas été ratifié par le Sénat américain, a refusé de le ratifier. Et donc là, ce que fait Vladimir Poutine, c'est un effet de manche. C'est-à-dire, il dit, si eux commencent les essais, moi je continuerai. Donc ça, disons, c'est neutralisé, ça n'a pas beaucoup de signification. En revanche, évidemment, sur New Start, la suspension des discussions, en fait, elles étaient arrêtées. Il devait y avoir une réunion en décembre au Caire qui a été annulée parce que les deux parties s'accusaient de ne pas respecter les contrôles, de ne pas faciliter les contrôles. Et puis, il y a un problème de fond dans New Start, qui est le problème de fond de l'ancien système, l'ancien modèle de limitation des armes nucléaires, c'est qu'il n'y a pas ni la Chine, ni la France et l'Angleterre. En tout cas, les Russes voudraient y mettre la France et l'Angleterre, et les États-Unis et la Chine. Donc, en fait, ces accords ont été signés sur une trame, sur un schéma de deux puissances, alors que maintenant, c'est plus le cas. Donc, on est plutôt dans une phase de redéfinition, en fait, de l'équilibre nucléaire. Mais force est de constater pour l'instant, il n'y a plus rien maintenant. Alors, analysons le discours de Vladimir Poutine dans son ensemble. Discours prononcé mardi dernier, sorte d'adresse à la nation, et il répétait que l'Occident porte l'entière responsabilité du déclenchement du conflit, de son escalade et de l'augmentation du nombre de victimes. La logique de M. Poutine est connue. Les Occidentaux, après des siècles de colonialisme, d'hégémonie et de diktat, veulent en finir une fois pour toutes avec nous, les Russes. On connaissait ce discours finalement victimaire de Vladimir Poutine. Ce qui sonne peut-être d'un peu plus nouveau aujourd'hui, c'est un véritable discours d'auto-justification, s'auto-justifier pour légitimer son intervention en Ukraine, Elsa Vidal. Oui, alors ça, pour, je pense, nombre d'observateurs de la Russie, et depuis un an, tout particulièrement, c'est assez commun, et c'est la réaffirmation de la Russie comme seul centre de projection d'une nouvelle civilisation, d'un ordre mondial plus juste, qui serait effectivement en opposition avec une hégémonie, je mets ça entre guillemets, ça ne se voit pas, mais je fais des signes de guillemets. Vous le faites, je confirme. Voilà, une hégémonie américaine. Bon, c'est la réactivation, là encore, d'un imaginaire de la guerre froide, d'un type de discours qu'on entendait pendant les années 60-70. On disait dans ma rédaction, en écoutant le discours de Vladimir Poutine, on dirait Brejnev jeune, le jeune Brejnev. Donc c'est cette réactivation avec en plus le côté, voyez tout ce que vous me faites faire, tu vois ce que tu me fais faire, quoi. Et donc c'est vraiment les discours en plus typiquement de justification de recours à la violence. C'est assez typique aussi des discours d'hommes violents contre des victimes. Ce que ça revient dire, et je pense que ça c'est l'essentiel, c'est que du point de vue international, Vladimir Poutine assume le fait que c'est une guerre d'influence. C'est une guerre pour qu'on recule, pour que l'Occident reculions d'une sphère qu'il considère être la sienne. Et alors qu'il nous accuse de colonialisme, il reconnaît implicitement que la Russie a un droit historique sur des territoires situés en dehors de ses frontières et qu'il entend que l'Occident les lui reconnaisse. Quand il targue et qualifie de nazis les Ukrainiens, il veut simplement dire, et c'est ça qu'il faut entendre, qu'ils s'opposent à leur union avec la Russie et qu'ils ont choisi une alliance avec l'Occident. Voilà ce que dit Vladimir Poutine. Mais dans son discours, il y avait quand même une grande absente. Cette absente, c'est la guerre. Donc on a déplacé la responsabilité sur l'Occident, mais jamais... La guerre, vous voulez dire la guerre et ses réalités, ses oui, et ces réalités, ne serait-ce que victimes. pour la société russe. Il n'y a aucun bilan, aucune perspective, aucun objectif, aucun horizon de temps
Et donc on est dans une posture qui va être durable, et une guerre durable à moins d'un changement déterminant sur le champ de bataille, parce que Vladimir Poutine a maintenant installé sa société dans un état de guerre latent. Du point de vue législatif, c'est fait. Du point de vue humain, les Russes contre la guerre ont quitté le pays. Ceux qui restent sont prêts à faire des compromis avec le diable pour toutes les raisons qui sont les leurs. Et Vladimir Poutine est maintenant aux commandes d'un État russe en guerre, qui en plus essaye de passer pour le champion des États du Sud. Le même jour, mardi, Joe Biden à Varsovie, on a presque envie de dire de l'autre côté du rideau de fer, souhaitait incarner l'unité de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord face, je le cite, à un dictateur déterminé à reconstruire un empire. Chloé Ridel, est-ce que là aussi le président américain tente de réactiver un imaginaire de guerre froide? Pendant longtemps, il s'y est refusé, parce que c'est précisément ce qu'attendait Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, alors qu'il mène une guerre en Europe contre l'Europe, puisque c'est bien contre la volonté de l'Ukraine de se tourner vers l'Europe qu'il s'est insurgé au départ, il ne cesse de dire depuis le départ aussi dans son narratif qu'il mène en réalité une guerre contre l'Occident et contre la supposée volonté de l'Occident de dominer le monde entier. Moi, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire Occident. Vladimir Poutine, lui, a l'air de le savoir. Moi, je sais ce que ça veut dire États-Unis, je sais ce que ça veut dire Europe, mais Occident, je ne sais pas bien. Je crois que c'est un terme à la fois flou et qui nous dessert, nous, Européens en tout cas, dans le narratif vis-à-vis notamment des pays du Sud. Et c'est bien pour ça que Vladimir Poutine ne cesse d'en parler. C'est précisément parce que ce narratif d'Occident nous est défavorable. Donc, je crois que la visite de Joe Biden, à la fois, elle était nécessaire pour l'Ukraine, parce que malheureusement, il faut être lucide, nous, Européens. Si les États-Unis n'avaient pas été là depuis un an, l'Ukraine, sans doute, aujourd'hui, aurait disparu en tant qu'État indépendant. Donc, Joe Biden, à un moment clé de cette guerre, où il faut se montrer résolu sur la dissuasion, donc c'est important d'avoir un discours de détermination, a été présent sur le terrain. Je regrette simplement, et je remarque, je constate que sa venue a totalement éclipsé les discours qui ont été tenus par le président Macron et le chancelier Scholz à la conférence de sécurité de Munich. Donc il y a là, en fait, une sorte de marginalisation quand même des Européens que je voudrais souligner, et je voudrais juste rebondir sur ce que disait Elsa Vinal. Rebondir sur ce que, voilà, et commenter, juste dire que le discours d'hier de Vladimir Poutine, c'est toujours très déprimant d'écouter un discours de Vladimir Poutine, mais c'est en même temps un exemple parfait du discours de propagande. Et ce sera, je pense, étudié très longtemps après nous, parce que Vladimir Poutine, il pratique ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire que tout ce que vous reproche votre adversaire, vous le lui reprochez en retour. L'Occident est colonialiste, alors que moi je mène une guerre coloniale, et que je dis hier que la Russie combat en Ukraine pour ses terres historiques. Je dis que c'est l'Ukraine qui m'a attaqué, alors que c'est moi qui est attaqué. Je dis que je ne combats pas le peuple ukrainien, mais le régime de Kiev, alors que je commets des crimes de guerre et que je bombarde les infrastructures énergétiques du pays. Donc ça, il faut le voir, le souligner et le redire, parce que malheureusement, ces discours ne sont pas toujours interprétés de cette façon. Jean de Glignastine, une réaction peut-être sur ces deux discours qui s'opposent, et au-delà, est-ce que la lecture de guerre froide qu'on déplie peu à peu depuis le début de cette discussion, est-ce que cette lecture-là vous semble pertinente aujourd'hui ? Oui, je crois qu'elle est pertinente. Ces deux discours étaient deux agendas différents. C'est purement fortuit qu'ils se rencontrent. C'était deux discours de mobilisation. Poutine, en fait, n'a rien dit de nouveau. Il a, en fait, résumé ce qu'il dit depuis très longtemps, c'est-à-dire nous représentons les vraies valeurs face à l'Occident collectif décadent. Et ça s'adresse à la fois aux Russes et, en fait, au Sud, comme on l'a dit à l'instant. Ensuite, il y a un discours de mobilisation nationale face à l'Occident qui veut la mort de la Russie, mais la Russie gagnera. Et puis un troisième point qui est très important, qui est aussi à l'adresse des Occidentaux et à l'adresse de son propre peuple. Dans la durée, nous serons vainqueurs. La durée du conflit, nous sommes prêts à une guerre longue, et la durée du conflit joue en notre faveur. C'est un message de victoire. Et pour le reste, comme on l'a dit très justement, il n'a pas parlé de la guerre. Il n'a pas parlé de la guerre parce que la guerre n'existe pas. C'est une opération militaire
militaire spécial et les citoyens des grandes villes ne sont pas supposés en supporter les conséquences. Du côté de Biden, c'est aussi un discours de soutien. L'Ukraine peut s'inquiéter, la Pologne aussi, s'il y a des changements politiques aux États-Unis ou ailleurs. Et là, il vient solennellement apporter le soutien. Ce qui m'a frappé, c'est quand Pamela Harris, quand elle est allée Kamala Harris, quand elle est allée à Munich, elle avait une délégation bipartisane. Et ce que cherche à faire le président américain quand il est en Pologne, à Kiev, c'est de... Et quand il réunit, d'ailleurs, contre un peu l'Europe à 27, les 9 Européens, ce qu'il appelle lui-même la nouvelle Europe, c'est-à-dire l'Europe la plus proche des États-Unis, il vient les assurer d'un soutien durable des États-Unis au-delà des péripéties politiques. Chloé Ridel, une réaction en quelques mots? Là-dessus, ce que fait Biden quand il dit qu'il veut renforcer notamment la présence de l'Europe en Europe centrale, c'est une stratégie qu'on aurait jugée suicidaire quelques années plus tôt, mais aujourd'hui qui apparaît comme un moyen que le pouvoir arrête le pouvoir, pour paraphraser Montesquieu, c'est-à-dire qu'il ne faut ni humilier la Russie ni quoi que ce soit. Il faut simplement dissuader Vladimir Poutine de poursuivre sa guerre en Ukraine et d'en engager d'autres, comme par exemple en Moldavie. Donc je pense qu'effectivement ça nécessite de renforcer la défense des pays d'Europe centrale. Et avant 8h, je me dois de vous donner à toutes et à tous, chers auditeurs, des nouvelles de Guillaume Erner qui manque à l'appel. Et comme vous le savez, ce n'est pas son genre, mais c'est qu'il a une bonne raison. Il est en route pour l'Ukraine où les matins de France Culture s'implanteront demain pour les 1 an de la guerre. Et nous avons quelques nouvelles de lui, justement, qu'il nous transmet. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Je sais que d'ordinaire il faut dire qu'importe si j'ai pris ce train, mais là, ce train importe. Nous l'avons pris avec le réalisateur des matins, Vivien Demeyer. C'est un train qui relie Przemyśl en Pologne à Kiev. Ce train emprunte la plus vitale des voies ferrées, celle qui relie encore le pays à l'Europe et au monde. Il en a vu d'ailleurs du monde, ce train, des chefs d'État. Joe Biden nous a précédés, des journalistes, des soldats, des mères qui rentrent avec leurs enfants, un couple d'amoureux à côté de nous qui se tiennent la main, un étrange personnage qui semble sorti d'un roman de John le Carré. Il faut prendre ce train à 9h45 à Przemyśl, mais il est toujours en retard. Et si le train arrive après 23h à Kiev, c'est le couvre-feu. Et alors, il ne faut même pas songer à tenter de transiger avec l'interdiction de circuler. Les messages de bord se terminent tous par les mots Slavia Ukrainia, vive l'Ukraine et le train. Et si la vie du rail le permet, on se retrouve demain vendredi pour des matins en direct de Kiev. Le rail et la vie vont le permettre, Guillaume. Les matins seront demain à Kiev. On a hâte de vous y retrouver, de vous y écouter. Vous écoutez France Culture. On va poursuivre notre discussion après 8h20 avec Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de Radio France Internationale, Chloé Ridel, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, Jean de Glinasty, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France à Moscou. On se demande ce matin quel est le nouvel ordre mondial qu'implique la guerre en Ukraine. Il est 8h, il est presque 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Et l'on poursuit notre discussion sur la guerre en Ukraine et le nouvel ordre mondial qu'elle dessine peu à peu avec Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de Radio France Internationale, avec Chloé Ridel également, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, autrice d'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin, c'est paru aux éditions de l'Aube en 2022, et avec Jean de Glinasty, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France à Moscou. Je voudrais revenir avec vous, Elsa Vidal, sur ce concept de guerre froide que l'on ressort un petit peu souvent en ce moment, justement pour tenter de comprendre le conflit qui a cours en Ukraine. Est-ce qu'il vous paraît pertinent ou au fond est-ce que c'est d'abord et avant tout un concept qui permet de mobiliser les opinions publiques notamment ? Alors, il mobilise définitivement les opinions publiques et il a une grande force, ce concept, c'est qu'on le connaît, il nous épargne de devoir penser. Il est clair. Il est clair, et puis de facto, c'est vrai qu'il y a des points communs, mais plutôt en termes de méthode, en fait, de techniques appliquées par les dirigeants, et notamment les techniques de réactivation d'imaginaire, de réactivation de nos histoires, le mouvement des non-alignés, le mouvement de l'opposition entre les États-Unis et l'Union soviétique, et puis aussi le fait de chercher à mobiliser au sein des opinions publiques des courants qui sont contestataires, c'est-à-dire affaiblir votre adversaire.
Mais il dissimule énormément de choses, ce concept, et notamment, il dissimule quoi? Que la nature des alliances au niveau mondial a profondément changé. Il ne s'agit plus du tout de blocs qui s'opposent. On est entré dans une ère de relations beaucoup plus transactionnelles, beaucoup plus fluides, basées sur les intérêts. Plus transactionnel, pardonnez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire qu'on est allié sur certaines questions dans la mesure où on trouve un arrangement qui bénéficie aux deux pays, mais qu'il ne s'agit pas d'une alliance politique avec un horizon très ouvert, un positionnement définitif d'alliés. Non, sur certains dossiers, on s'entend, sur d'autres, on est rivaux. Et ça, c'est typiquement ce qui caractérise les relations de la Russie avec la Turquie, par exemple. Et puis, par ailleurs, je pense que ce qui nous est caché, c'est qu'il y a une alliance, là, politique, de contestation du modèle démocratique de gouvernance, une alliance de régimes illibéraux qui viennent contester d'abord la pertinence de la démocratie comme moyen de gestion dans nos démocraties pour nous affaiblir, et puis surtout qui font usage de la guerre et de la violence à l'égard de leurs propres citoyens et de ceux qu'ils considèrent devoir leur être soumis. C'est un modèle colonial, et ce qu'on voit de la part de la Chine et de la Russie, ce sont des guerres coloniales, n'en déplaise au fait qu'elles nient ces éléments. Ce sont des empires qui trouvent légitime de pouvoir mettre sous domination leurs voisins. Chloé Ridel, même question, est-ce que le concept de guerre froide a vécu? Oui, parce que déjà, il y a une guerre chaude. En Ukraine, c'est la guerre. Donc cette guerre-là, elle n'est pas froide. Et ensuite, parce qu'effectivement, la logique bloc contre bloc ne se vérifie pas. Il n'y a pas de bloc derrière la Russie. Il faut arrêter d'entretenir un récit suivant lequel la Russie serait à la tête d'un espèce de bloc mondial avec des tas d'alignés derrière elle. La Russie est un État aujourd'hui fasciste qui mène une guerre coloniale, qui a une économie microscopique mais une armée atrophiée, qui a la bombe nucléaire, et c'est la seule raison pour laquelle on s'intéresse à elle en réalité, et c'est pour ça qu'elle n'a pas intérêt à désarmer ce narratif. Mais effectivement, il ne se vérifie pas. Elsa Vidal a parlé de la réalité qui est celle de la mondialisation aujourd'hui. On est dans une mondialisation multipolaire. Vous avez un certain nombre de puissances qui font valoir leur modèle dans une logique aussi bien défensive. Vous ne porterez pas atteinte à mon modèle que offensive, en essayant de le promouvoir. Et vous avez des grands pays comme l'Inde, par exemple, comme l'Indonésie, qui revendiquent le multi-alignement. C'est-à-dire qu'ils sont alignés sur personne et ils agissent en fonction de ce qu'ils pensent être leurs intérêts. Et ça, c'est pas forcément... Et là aussi, les non-alignés, ça appartenait déjà à une logique de guerre froide, c'est pas tout à fait nouveau. Oui, tout à fait. Oui, mais là, c'est multi-aligné. C'est pas non-aligné. Non-aligné, si vous voulez, il y a une volonté de s'extraire de cette logique de bloc contre bloc, et qui était parfaitement légitime, parce que c'est insupportable d'être pressé de s'aligner sur l'un ou sur l'autre. Nous n'avons pas, nous, Européens, intérêt à cette vision binaire du monde. Nous avons intérêt à entretenir la multipolarité, parce que contrairement à la binarité, elle n'est pas forcément une route vers la confrontation, mais vers le dialogue. Alors parlons justement des alliés de la Russie. Vladimir Poutine a reçu mercredi 22 février le chef de la diplomatie Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise. Le président russe a alors insisté sur l'importance de la coopération entre son pays et la Chine, qui selon lui stabilise la situation internationale. Jean de Glignasti, est-ce que l'accélération de la relation entre la Chine et la Russie est une réalité ? Oui, il y a un renforcement, mais il est quand même relatif. Je crois que la situation actuelle, par rapport à l'idée de guerre froide, a été très bien décrite précédemment. Et la Chine, en fait, s'inscrit un peu là-dedans. Elle a des intérêts beaucoup d'intérêt à soutenir la Russie, mais pas trop. Son marché principal, c'est le marché aux États-Unis, et donc elle veut le préserver. Elle veut pas qu'il y ait de nouvelles sanctions. Déjà, elle est embêtée par les sanctions technologiques, enfin le blocus technologique organisé par les États-Unis. Certes, le marché russe se développe à toute vitesse pour les Chinois. Certes, les investisseurs chinois remplacent et achètent à bas prix tout ce que les
les entreprises européennes ont laissé tomber pour un rouble symbolique, l'automobile, l'électricité, tout ça. Donc il y a de bonnes affaires. Certes, ils achètent le gaz à 50% de son prix. Tout ça est intéressant. Mais pour l'instant, force est de constater qu'ils n'ont pas vendu d'armes et qu'ils se font un peu tirer l'oreille pour vendre des microprocesseurs. Donc le soutien de la Chine est dosé, mais bon, le dosage peut changer, mais pour l'instant, c'est pas du tout une alliance. Et il faut dire aussi que pour l'ensemble des pays qui, entre guillemets, soutiennent la Russie, ce qui n'est pas vraiment le cas, il y a un point commun, c'est une commune détestation, détestation c'est excessif, mais hostilité à l'Occident, entre guillemets, et aux valeurs occidentales, enfin en tout cas à la dominance occidentale, c'est le premier point. Et deuxième point, deuxième élément commun, c'est qu'ils n'appliquent pas les sanctions parce qu'ils estiment que ça n'est pas leurs intérêts. Ça n'est pas leur intérêt. Et pour le reste, ma foi, l'intégrité territoriale, la souveraineté des États, pour eux, c'est quelque chose d'important, et c'est pour ça qu'ils ne se mouillent pas trop, finalement, sur le fond de ce conflit. Est-ce que vous croyez, Jean de Glignasti, à la rumeur qui enfle, et d'ailleurs je m'en fais le porte-parole, d'un soutien militaire de Pékin à la Russie ? Alors, la rumeur est apparue au moment de la crise des ballons, c'est-à-dire d'une très grande tension entre la Chine et les États-Unis. Bon, encore une fois, on ne sait pas où les Chinois vont mettre le curseur. En fait, quand Blinken, le département d'État, le chef du département d'État, a mis en garde la Chine en disant attention, il ne faut pas livrer d'armes, c'est un avertissement très fort. Il est peut-être fondé sur des renseignements que les Américains ont de velléités ou de petites quantités d'armes qui seraient passées, mais je suis sûr que les Chinois vont prendre cet avertissement en compte parce que ils ont besoin du marché américain et ils ne voudraient pas que la situation s'aggrave et ils ne veulent pas être entraînés dans une guerre. Ce qui est intéressant, Elsa Vidal, sur la position de la Chine dans ce conflit, c'est qu'elle se positionne, du moins en façade, comme médiatrice, et on voit bien qu'elle a des intérêts très contradictoires ou très complémentaires à voir avec la Russie d'un côté, l'Occident de l'autre. Oui. Alors, c'est vrai que la question chinoise dans cette guerre, c'est la plus grande inconnue et il ne faut pas se cacher qu'elle aurait une capacité à changer complètement le visage de cette guerre. Si on devait se retrouver face à une Russie et une Chine alliées de facto et notamment militairement, ce serait la confrontation mondiale. Ce serait à la fois la guerre de l'Europe avec la Russie et des États-Unis avec la Chine. La Chine, pour le moment, n'est pas sortie de l'ambiguïté. Elle reste extrêmement ambivalente. Si on fait des calculs de rationalité, on a plutôt tendance à penser que la Chine n'a aucun intérêt à sacrifier effectivement sa position internationale de domination à venir sur les marchés économiques et aussi ses relations avec les États-Unis et le monde pour son alliance très limitée avec la Russie. En revanche, la Chine tire parti de la situation difficile de la Russie pour lui extorquer effectivement des matières premières, des hydrocarbures dont elle a énormément besoin à des prix intéressants. Mais parce qu'il faut quand même rappeler que de très très loin, l'Occident, et je veux dire par là l'Europe de l'Ouest et les États-Unis restent les premiers partenaires commerciaux de la Chine, bien avant la Russie, bien qui avant est la en Russie. 14e position, je crois. Absolument. Et par ailleurs, la Russie et la Chine ont eu une histoire marquée de très fortes tensions, notamment sur la question nucléaire. Je pense qu'on s'en rappelle peut-être, mais au sommet de Samarcande, qui était, il me semble, au printemps dernier, la Chine avait donné quand même des signes très clairs d'inquiétude à Vladimir Poutine, suivi en cela par le dirigeant indien, qui avait aussi marqué que la guerre n'était pas une bonne idée. Donc, pour la Chine, pour le moment, c'est intéressant de soutenir en douceur la Russie dans l'arène internationale, mais des livraisons d'armes seraient vraiment une transgression majeure. On ne voit pas du tout ce que la Chine aurait à y gagner. Elle a tout à gagner, en revanche, à rester dans l'ambivalence. Chloé Ridel, une réaction, pas une réaction. Le rêve de Vladimir Poutine est que la Chine lui envoie des armes et rentre vraiment dans ce conflit, alors qu'elle s'en est jusqu'à présent tenue un peu éloignée, parce que ça transformerait alors, et je rejoins Elsa Vidal sur ce point, un conflit colonial de la Russie en Ukraine, en une confrontation d'envergure mondiale. Et ça, c'est un rêve pour Vladimir Poutine que de se retrouver au centre de cela. Donc la Chine est une forme d'assurance vie. Après, j'ose espérer que la Chine ne franchira pas ce pas. Pourquoi ? Parce que
le droit international est de notre côté, c'est-à-dire que nous, Européens, avons le droit d'envoyer des armes à un pays illégalement agressé, mais l'inverse n'est pas vrai. Si la Chine arme la Russie qui agresse illégalement un autre pays, là, elle serait en infraction flagrante avec le droit international. Or, elle ne cesse de dire que l'intégrité des frontières doivent être respectées, que le droit international doit être respecté. C'est la base si vous voulez, sa puissance économique depuis 20 et de son avènement au monde depuis 20 ans. Elle a fait tout son récit, notamment en Afrique, sur ce point de dire que elle incarnait une autre vision, la Chine, des relations internationales, que c'était du gagnant-gagnant, qu'il ne fallait dominer personne, etc. Donc là, si elle soutient la Russie, ce serait aussi au prix du récit qu'elle a porté depuis 20 ans. Mais pour tirer le fil d'un conflit mondialisé, Jean de Glignasti, est-ce que l'Ukraine n'est pas à la Russie ce que Taïwan est à la Chine? C'est-à-dire que le premier conflit préparait peut-être le second, ou du moins la Chine regarderait d'un œil attentif ce qui se passerait en Ukraine? Alors, bien entendu, il y a un lien dans l'esprit des Chinois et dans l'esprit des Russes. Jusqu'à présent, et ça c'est un élément inquiétant si je puis dire, jusqu'à présent la Russie a été relativement prudente en ce qui concerne Taïwan et le soutien à la position chinoise sur Taïwan, et la Chine a été relativement prudente sur le soutien par principe de la guerre en Ukraine, et a mis l'accent sur la souveraineté, l'intégrité territoriale, etc. régulièrement. Et alors maintenant, comme on voit quand même que les positions se rapprochent. Au moment de la visite du ministre des Affaires étrangères chinois à Moscou hier, la question de Taïwan a été envisagée d'une façon beaucoup plus positive en faveur de la Chine par les autorités russes. Et sur l'Ukraine aussi, il y a cette espèce d'ambiguïté en disant ça n'est pas l'attaque d'un pays tiers, c'est Taïwan fait partie du territoire chinois, donc nous sommes légitimes à attaquer Taïwan, ou à essayer d'envahir Taïwan. Et du côté russe, les Chinois disent oui, c'est plus compliqué. Voilà, ils essayent de s'éloigner l'un et l'autre pour leurs deux dossiers respectifs de la notion de respect de l'intégrité territoriale. Et ça, c'est une dérive qui est perceptible et qui est effectivement inquiétante pour l'avenir. Je voudrais revenir avec vous, Chloé Ridel, sur cette notion de multi-aligné que vous avez évoquée un peu plus tôt dans cette matinale. On a entendu Dominique de Villepin, il y a quelques jours, développer l'idée qu'il faudrait sans doute que la France ou que l'Europe de l'Ouest prenne la bonne parole et aille auprès des dirigeants des pays du Sud pour tenter de les convertir et de les rallier à la cause occidentale. Est-ce que ça vous paraît pertinent comme idée? Oui, ça me paraît tout à fait pertinent pour le coup. Dominique de Villepin appelle l'Europe à parler à ce qu'on qualifie de Sud global, c'est-à-dire les pays d'Amérique latine, les pays d'Asie et d'Afrique, dans l'optique notamment d'isoler la Russie aujourd'hui, mais je crois qu'il sera aussi utile de faire ça pour demain rallier ces pays au refus d'une confrontation entre les États-Unis et la Chine, auquel personne n'a intérêt dans le monde, puisque, faut-il le rappeler, le vrai enjeu pour le XXIe siècle, ça reste quand même la lutte contre le réchauffement climatique, et donc on n'a pas besoin, si vous voulez, que les relations internationales soient dominées par une compétition, voire une confrontation, parce qu'on voit bien avec l'affaire des ballons que entre compétition, selon les termes de Joe Biden, et conflit, il y a quand même une frontière qui est très mince. Donc il ne faut pas laisser s'installer cette compétition-là entre ces deux géants. Et donc aujourd'hui, on a intérêt à rallier le Sud global pour isoler la Russie. Et demain, et même voilà, on a intérêt à le faire pour éviter cette nouvelle bipartition du monde. Donc il faut qu'on investisse beaucoup plus là-dessus. Je remarque que Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères russe, en est à sa 3e tournée africaine depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, depuis 1 an. Je n'ai pas l'impression que les dirigeants européens soient aussi assidus en Afrique, où nous avons perdu du terrain depuis des années. Nous devons entrer dans la guerre d'information en Afrique, en Asie, partout. Nous ne le faisons pas. Je n'ai pas vu un ministre très haut dans le protocole, français, même européen, à l'investiture de Lula au Brésil. Donc c'est toutes ces choses-là, si vous voulez, il faut qu'on soit beaucoup plus attentifs.
Parce qu'il ne suffit pas juste de sanctionner la Russie, d'armer la résistance ukrainienne. Il faut rentrer dans la guerre de l'information et vraiment beaucoup plus fermement. Mais est-ce que ça vous paraît pertinent, Elsa Vidal, que la France ou l'Europe aillent porter la bonne parole, si je puis dire, auprès du Sud global, comme si ces États, au fond, n'étaient presque pas capables de penser par eux-mêmes et de comprendre leurs propres intérêts ? Je pense que ce qui est très important, c'est qu'on renouvelle les propositions qu'on a à faire au monde et qu'on cesse de penser qu'il y a des zones d'influence qui nous sont acquises et que quiconque entre dans ce périmètre est un intrus. Si on veut effectivement regagner ou gagner une influence, il faut qu'elle soit le fait de propositions positives. Le transactionnel qu'on évoquait avant, il a quand même ça d'intéressant, qu'il ne s'agit pas de chercher juste pour nous des débouchés ou des marchés, mais il s'agit de trouver des partenaires intéressés à l'alliance ou à faire un bout de chemin avec nous sur des sujets bien particuliers. Je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est de montrer que cette guerre en Ukraine, c'est une guerre, malgré tout, entre deux modèles. Un modèle beaucoup plus libéral et progressiste, un modèle qui prône la paix, et un modèle autoritaire et guerrier. Il faut que nous apportions des solutions adaptées à chaque pays du Sud. Ça demande de réinvestir avec des efforts de qualité, de propositions nouvelles, peut-être aussi d'hommes politiques ou de femmes politiques, de nouveaux visages qui viendront créer une nouvelle base pour notre diplomatie dans ces espaces et un peu la dépoussiérer. Peut-être qu'en ce sens, ce sera très utile comme épreuve. Jean de Glignastic, est-ce que l'ancien diplomate que vous êtes pense justement de cette idée de dépoussiérer la diplomatie française de la sorte ? Alors, moi, je crois que la diplomatie française a perdu beaucoup de son impact parce que c'est le piège de l'invasion de l'Ukraine. Nous avons été obligés, pour des raisons géopolitiques, pour l'instant, de nous aligner complètement. Nous sommes dans le bloc occidental. Et donc, ce qui faisait le sel, si je puis dire, de l'approche française en Afrique et dans les pays du tiers-monde, je l'ai vu en Brésil, je l'ai vu en Afrique, c'est que la France incarnait, c'est un peu caricatural, mais une sorte de troisième voie. Et donc, elle avait une légitimité particulière, non réductible au bloc occidental, non réductible non plus au Sud, bien entendu. Et donc, c'est ça ce que nous avons perdu, parce que la guerre en Ukraine a été une brutalisation des relations internationales, et que finalement, c'est constitué, qu'on le veuille ou non, une sorte de bloc occidental, et que de ce fait, nous avons perdu en quelque sorte notre capacité de dialogue avec les pays du Sud. Et puis le deuxième élément que je voudrais dire, souligner, c'est que il ne faut pas rentrer dans le piège du camp des démocraties, du camp du bien contre les régimes autoritaires, le camp du mal. La plupart de ces régimes du Sud sont des régimes pour le moins inaboutis en termes de démocratie. Donc si on commence à dire nous sommes le camp de la démocratie, on va vous montrer comment il faut faire, et c'est nous le bien, et puis les autres c'est le mal, c'est une mauvaise approche pour essayer de les attirer à nous. Nous les attirons à nous par l'excellence de notre modèle, mais pas par les leçons qu'on donne. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'idée que ce qui se passe actuellement, c'est le camp de la démocratie contre les méchants régimes autoritaires. Ça ne marchera pas. Donc il faut raffiner un tout petit peu plus le discours. Et sur ce plan, la position russe, et on l'a vu dans le discours de Poutine, et on l'a vu, et puis la position chinoise aussi, qui consiste à dire on vous donne pas de leçons, prenez le régime que vous voulez, etc. Objectivement, ça aide les régimes autoritaires, mais en tout cas, ça leur plaît beaucoup plus à tous ces régimes du Sud que on va vous apprendre comment être de bons démocrates. Chloé Ridel, je vous ai vu dodeliner de la tête à plusieurs reprises. Une réaction ? En fait, autant je suis d'accord pour dire qu'il faut éviter le récit démocratie contre régime autoritaire, parce que c'est trop binaire et c'est trop schématique, et je refuse la binarité, comme je l'ai dit plus tôt. Autant dire que les Européens sont tombés dans un piège en prenant le parti de défendre l'Ukraine, donc de lutter contre l'impérialisme, et dire que ça empêcherait de parler aux pays du Sud. Je m'inscris totalement en faux contre cette interprétation. C'est au contraire être cohérent avec l'anti-impérialisme que de défendre l'Ukraine aujourd'hui, et c'est précisément ce message que nous devons faire passer aux pays du Sud
processus et ça ne nous empêche pas du tout de leur parler. Mais comment vous réagissez justement à l'idée que ce discours serait un peu simpliste, notamment en opposant le camp du bien contre celui du mal? Parce que, si vous voulez, il y a des démocraties, par exemple, comme l'Afrique du Sud ou comme l'Inde. L'Afrique du Sud soutient en l'occurrence un peu la Russie, est assez complaisante avec la Russie. L'Inde est multi-alignée. Enfin, c'est un schéma, si vous voulez, qui ne permet pas de comprendre toute la complexité des enjeux qu'on a sous nos yeux. Et puis par ailleurs, ça crée de la binarité, de l'exclusion. Et j'ai dit que je ne pensais pas que c'était une bonne manière de fonctionner. Elsa Vidal, peut-être un mot de conclusion. Comment est-ce que vous qualifieriez ce nouvel ordre mondial qui se dessine dans le cadre de la guerre en Ukraine? On a compris que la guerre froide, ce concept-là ne vous plaisait pas nécessairement. Est-ce que le concept de guerre mondialisée vous paraît plus pertinent? À l'heure actuelle, oui, mais pour moi, le nouvel ordre qui est en train d'apparaître est surtout un désordre. On voit un déplacement des lignes traditionnelles, des concurrences entre modèles, et j'aurais envie de dire que malheureusement, il signifie pour moi plus de guerre, probablement la dissémination de la violence dans des espaces où on pensait qu'elle avait disparu. Jean de Glignasti, même question en quelques mots? Nous avons un nouveau monde qui est un monde avec un bloc occidental et un monde multipolaire que la Chine, très discrètement, où elle peut jouer un rôle, mais vous avez l'Inde, vous avez l'autre. Donc il y a un monde multipolaire qui émerge avec ce qui a été dit sur, j'allais dire, la politique transactionnelle, la poursuite des intérêts parfois contradictoires, et puis le camp des démocraties qui s'est resserré dans l'affaire ukrainienne par la force des choses, par la nécessité, et donc c'est un nouveau monde qui apparaît en effet. Claire Ridel, une qualification de ce nouvel ordre mondial? Multipolaire. Et il faut que l'Europe y prenne toute sa part. Moi, c'est ce à quoi j'appelle dans mon livre. Il faut que l'Europe entre dans ce monde-là de plein pied parce qu'aujourd'hui, elle est seule pour défendre le cœur de valeurs, le cœur d'institutions, de règles qui fait son mode de vie, son modèle de civilisation. Et il n'y a que elle qui pourra à la fois le défendre et essayer de le promouvoir, toujours au service d'un monde plus pacifique et plus harmonieux sur le plan climatique. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'être venus discuter et débattre dans les matins de France Culture. Elsa Vidal, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de Radio France Internationale. Claire Ridel, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, autrice d'une guerre à l'autre. L'Europe face à son destin, c'est paru aux éditions de l'Aube en 2022. Et Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France à Moscou.